Bonjour, je m'appelle Laureline. Bonjour, je m'appelle Olivier. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte de ce pays à travers nos expériences de voyage pour vous aider à préparer votre séjour ou simplement en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Chaque épisode vous présentera un site de l'archipel qu'il se trouve au cœur de la mégalopole japonaise ou aux confins de ses grands espaces naturels. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Le temps d'une interview, nos invités vous présenteront leur parcours et vous parleront de ce lien si particulier qui les relie au Japon. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Bonjour Olivier. Bonjour Laureline. Bonjour chers tous. Bonjour chers auditeurs et merci de nous suivre pour le premier épisode de notre podcast Tabibito, voyageurs du Japon. Donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, on a décidé de vous emmener dans l'île de Shodoshima, qui est une petite île située dans la mer de Seto. Donc c'est entre l'île principale de Honshu et l'île de Shikoku au Japon. Donc c'est une petite île qui est très importante pour nous, à plusieurs titres, dont son climat méditerranéen, qui est très particulier et qui offre des paysages complètement uniques au Japon. Donc moi j'ai la chance d'y être allé une journée et Laureline a pu y passer 3 jours. Donc au cours de cet épisode, on vous propose plutôt de suivre son voyage de 3 jours, puisqu'elle aura plus de choses à vous proposer sur des sentiers de visite au niveau de Shodoshima. Donc je te laisse la parole, Laureline, à toi de nous présenter ton séjour. Bien sûr, alors tout d'abord, pourquoi sommes-nous allés à Shodoshima ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons rencontré Mori Kuni-san, qui s'occupe de la brasserie de saké, l'unique brasserie à saké de Shodoshima, et que nous avons rencontré au cours du Salon du Saké 2017. Elle nous a présenté et fait goûter ses sakés, mais nous a aussi parlé de son île et nous a invités à passer la voir, et nous n'avons pas pu résister. Toi qui étais allé en premier et moi qui t'ai suivi, puisqu'en fait, à la vue de tes photos sur ton blog, puisque moi je préparais mon voyage quand toi tu revenais et on parlait déjà, eh bien j'ai suivi ta lancée et y est allé. Et franchement, c'était un séjour absolument incroyable puisque j'ai passé 3 jours mais sous un soleil et un ciel bleu absolument incroyable. Alors comment s'y rend-on sur cette île? Uniquement par ferry, soit depuis Takamatsu, soit depuis Kobe ou Okayama. Je suis arrivée milieu d'après-midi, donc vers 2h. J'ai déposé directement ma valise dans ma guest house, donc la guest house Genza qui est située dans le quartier de Sakate, donc au sud-est de l'île. Quartier vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous êtes déjà allé au Japon, si vous avez vu des images circuler sur Internet, vous pouvez vous imaginer les petites ruelles japonaises très étroites avec les petites maisons en bois très typiques en bord de mer. Donc j'ai déposé ma valise et j'en ai profité pour faire un petit tour à pied autour et je suis tombée sur un petit sanctuaire en allant un peu plus dans les terres, un petit sanctuaire avec un torii doré. Moi, j'adore les torii, mais alors en plus doré, c'est quand même assez rare, n'est-ce pas, pour le signaler ? Ah ouais, complètement. Donc voilà, un tori doré et surprise, je suis un peu, un peu tombée des nues parce que je suis tombée sur une statue d'un gros pénis moussu aussi. Donc voilà, découverte atypique et sympathique. Donc, pour commencer un premier épisode, comment recruter des abonnés, on vous parle d'un sanctuaire avec un pénis. On a fait fort, hein, voilà. Et donc, en fait, juste derrière ce sanctuaire, en continuant de grimper, on tombe sur le sanctuaire, que je vous retrouve le nom, Uchinomi Hachiman, qui est vraiment très petit, hein, il n'y a pas grand-chose à voir, mais ce qui m'avait marqué, c'était donc dans la pièce de prière, les murs étaient placardés avec plein de photos de groupe, de gens qui posaient dans le sanctuaire, donc c'était vraiment très sympa et assez
unique pour le noter. Donc ça, c'était donc la fin de mon premier jour, puisqu'en fait, il y a peu de bus à Shodoshima, et donc à partir de 16h, 17h, il commence à en manquer, donc il faut le savoir. Et je suis donc retournée du côté de Magestas en espérant trouver un combini ou un petit restaurant local. Que dalle. Donc il a fallu que je prenne le bus pour aller 3 km plus loin pour tomber sur le 7-Eleven et prendre des nouilles instantanées. Super repas gastronomique la première journée. Exactement, j'en ai profité aussi pour prendre mon petit déjeuner pour le lendemain. La Guest House Genza, d'ailleurs, que je recommande si vous allez sur Shodoshima, le propriétaire est absolument adorable. Donc finalement, ta première journée, c'était plus... elle n'était pas trop construite, en fait, tu t'es un peu laissé porter là où le vent te guidait, hein, en termes de visite, j'ai envie de dire. Et du coup, ce que tu disais bien, c'est qu'effectivement, il y a la contrainte des transports sur place. Donc il n'y a pas besoin, enfin tu peux le confirmer, toi tu y es resté 3 jours, mais il n'y a pas besoin de louer une voiture sur place. Par contre, il faut être un minimum prévoyant et organisé sur les horaires de bus. Ça, moi je le recommande à tous, surtout si vous faites comme moi ou si vous restez sur l'île qu'une journée. Il vaut mieux imprimer à l'avance les horaires de bus et bien programmer votre séjour. On ne peut pas trop se permettre d'y aller un peu la fleur au fusil si vous restez qu'une journée. Parce que, comme tu dis, Laureline, passé 15h, 16h, il n'y a plus rien, quoi. C'est un peu le désert, quoi. Il n'y a plus rien, et en plus, les bus sont assez espacés, donc il peut y avoir 40 à 1 heure d'attente entre 2 bus. Donc voilà, si vous voulez pouvoir profiter au maximum de votre séjour, le mieux c'est de planifier. Après, vous pouvez louer une voiture, je pense que c'est tout à fait faisable, surtout qu'il y a des attractions auxquelles vous ne pouvez pas accéder sans voiture, comme les rizières en terrasse, ou si vous voulez juste plus simplement voyager plus rapidement et sans contrainte. Ok, donc là c'était ta première journée, donc petit dodo, et puis ensuite on passe à vraiment la deuxième journée avec les spots un peu touristiques que tu avais repérés. Tout à fait. Alors moi, pour mon deuxième jour, je me suis réveillée vers 9h, toute pimpante et guillerette, et je me suis jetée dans le premier bus à la sortie de Magestas en me disant « Chouette, je vais aller au parc aux Olives ». Et banque de bol, après 5 minutes, je me rends compte que, puisque les bus longent la mer, que la mer n'était pas du tout du bon côté. Et en fait, le bus m'emmenait à l'autre bout de l'île. Ça, c'est le premier gros raté de la journée, du coup. Voilà, donc je dis, oh mince, il va falloir que je patiente 1 heure avant d'avoir le prochain bus pour commencer enfin ma journée. Et en fait, pas du tout, puisqu'en fait, ce bus m'a déposé juste devant le village cinématographique d'un film japonais appelé Les 24 yeux. C'est un film qui retrace la vie d'une enseignante sur Shodoshima avec ses élèves dans la période pré-Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, c'est une ambiance rétro que j'ai adorée. Je ne connaissais pas le film. Il n'y a aucun moyen de savoir ce que c'est parce qu'en plus, il y a peu d'explications en anglais, mais juste pour l'ambiance, franchement, je vous recommande d'y aller. Ça coûte pas très cher non plus, c'est quelques centaines de yens. Ce sont des décors, ce qu'il faut savoir, c'est pas des bâtiments originaux, hein, c'est des décors, c'est une reconstitution. Donc tous les petits bâtiments sont remplis de petits musées, de restaurants, de boutiques et de souvenirs. Mais moi j'avais adoré, en particulier l'école, puisque tout le bâtiment est en bois. Vous avez le petit drapeau japonais à l'entrée, les bureaux des écoliers en bois. Non, vraiment très sympa. Très belle ambiance aussi. Vous avez un petit canal qui traverse tout le village. Vous avez des torii, plein de fleurs. Non, vraiment, c'est quelque chose à faire si vous avez le temps et que vous avez envie de découvrir quelque chose d'assez atypique. Donc c'est vraiment pas forcément exclusif aux cinéphiles. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir vu le film ou de connaître un peu même le cinéma japonais pour apprécier. Enfin, d'après ce que j'ai compris, moi je l'ai pas fait, mais il y a un petit côté décor d'Hollywood, resté en l'état, et en fait les habitants ils l'ont juste entretenu pour le préserver, quoi. Oui, tout à fait. C'est fait
pour une visite. C'est comme un mini parc d'attractions. Mais vraiment une ambiance vraiment sympa. Et puis franchement, le bord de mer, moi, si vous avez un temps comme moi, c'est une île paradisiaque au Japon. Parce que quand tu dis un temps comme toi, on n'a pas précisé sur quelle période on était allé chacun visiter Shodoshima. Donc toi, c'était en mai, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et moi, c'était en novembre aussi. Donc, en tout cas, j'ai eu un temps magnifique également. Voilà, donc on peut pas vous dire comment c'est quand le temps est absolument dégueulasse, mais quand il fait beau, franchement, Shodoshima, c'est à faire en tout cas. Ça, c'est l'info à retenir. Quand il fait beau, c'est sympa. Donc voilà, donc une fois ma petite balade en tout cas au village des 24 yeux, je me suis donc rendue à l'Olive Park. Alors là par contre changement d'ambiance totale puisqu'on se retrouve un peu en Grèce. Voilà, enfin une Grèce japonisante quand même. C'est assez énorme. Ce parc, moi j'ai adoré complètement. Oui, puis alors c'est assez pittoresque puisque l'île, forcément, vous avez des collines. Donc le parc, en fait, est un peu en montée. Et plus vous allez en hauteur et plus vous avez une vue dégagée sur la baie, vous pouvez faire de très belles photos. Vous avez, donc pour l'ambiance grecque, vous avez les oliviers, puisqu'il faut savoir que Shodoshima, le produit phare, ce n'est pas les sakés, malheureusement, même si nous, on essaie de vous le faire croire, c'est l'olive. Donc vous avez des oliviers partout en bordure. Vous avez un hôtel style villa grecque appelé l'hôtel Olivex, avec une petite statue gréco-romaine dans son enceinte. Vous avez au loin une grande colonnade. On voit très bien qu'elle est quand même neuve, mais une colonnade quand même. Et donc, non seulement vous avez une très belle vue, c'est une balade vraiment très sympa à faire, mais vous avez aussi le petit moulin il me semble qu'Olivier va pouvoir mieux vous le dire, c'est pour faire des photos genre Kiki la petite sorcière. Ouais, alors ça c'est vrai que c'était assez drôle parce que du coup, donc c'est un moulin qui a été un moulin blanc qui a été reconstruit comme en fait les moulins qu'on a sur les îles grecques des Cyclades. Donc vraiment les moulins circulaires blancs avec les pales. Et donc du coup, s'il y a une petite vue, je sais pas si ça vous parle à tous, mais dans le film Kiki la petite sorcière, à un moment donné, donc elle est sur son balai et elle passe devant des moulins. Et donc c'est devenu un peu un spot phare pour tous les fans de l'animé. Et donc du coup, les fans peuvent emprunter gratuitement des balais qui sont mis à disposition dans le hall en fait de l'office du tourisme. Il suffit de les prendre et de sauter devant le moulin pour faire genre on vole devant le moulin comme Kiki la petite sorcière. Et du coup, il y a plein de jeunes qui s'entraînent en fait à prendre leurs photos et c'est vraiment à mourir de rire de les observer, surtout les petits enfants qui ont 4-5 ans qui essayent de tenir un peu comme ils peuvent autour de leur balai, de sauter, de se faire prendre en photo par les familles. Et du coup, c'était vraiment, vraiment agréable. Et puis ce que tu disais aussi, Laureline, c'est vraiment l'ambiance des oliviers. Moi, j'avais un peu peur au départ de me dire, bon, on va se retrouver comme en Italie, en Grèce, aller au Japon, faut faire 12 heures de vol pour voir des oliviers, super quoi. Et en fait, pas du tout, parce que du coup, on a vraiment tout cet univers un peu mignon avec Kiki la petite sorcière et puis toute la touche japonaise après derrière qui se rajoute. Le marketing japonais derrière. Tout à fait. Le marketing japonais autour de l'olive qui est assez fou parce que quand même, ils ont poussé le bouchon jusqu'à récupérer une statue d'Athéna qu'ils ont construite dans le parc. Donc ça, c'était assez énorme pour pousser le bouchon à fond sur le côté méditerranéen que l'île peut avoir avec ses champs d'oliviers, quoi. Voilà, et donc, pour continuer sur l'olive, j'ai testé la glace à l'huile d'olive, forcément, un must à Shodoshima. Et c'était très bon, d'ailleurs. Oui, moi j'avais bien aimé. C'est une glace à l'italienne comme ça. Non, vraiment très sympa. Donc voilà. Donc une fois la balade autour du parc, il était temps de rentrer parce que 16h, il n'y a plus de bus, les enfants. Donc voilà. En attendant le dernier bus, je suis allée me promener sur la plage. Voilà, moi c'est une des anecdotes que j'aime
bien à propos de mon séjour à Shodoshima, c'est ma rencontre avec les habitants. Parce qu'en fait, sur cette plage, j'ai parlé avec un homme qui a sympathisé avec moi. En fait, il m'a vue étrangère, paumée au milieu de la mer de Seto. Et donc, il est venu me taper la causette. Donc, on a parlé un peu, parce que je lui ai parlé de mon projet de coffee shop et il trouvait que c'était top. Donc, on a parlé de cuisine japonaise. Donc, voilà, non, vraiment très sympa. Les habitants vraiment adorables. Moi, je me souviens, j'avais aussi parlé avec un couple de personnes âgées en attendant un bus, parce que toutes les grandes histoires à Shodoshima commencent à un arrêt de bus, qui me parlait en fait de comment ils voyaient un peu Shodoshima dépérir, puisque les jeunes partaient, les commerces fermaient, un peu comme dans toutes les campagnes... que ce soit au Japon et un peu autour du monde, mais vraiment adorables. Ils étaient très curieux de me voir là. Donc c'est vraiment un peu la marque de ton voyage, c'était de voyager un peu sur un rythme, au rythme de l'île et des habitants, plutôt en mode slow travel, que sur une destination que tu voulais faire rapidement. Ah mais moi j'ai arrêté de voyager rapidement après mes 25 ans, parce que tenir le rythme, j'y arrive pas. Non, puis en plus, quand on aime bien prendre des photos comme moi, forcément, on prend 1001 et 1002 photos du même endroit, parce que il y a un rayon de lumière et là, l'angle, il n'est pas pareil. Donc, si je veux prendre le temps de prendre des belles photos, je suis passée au slow travel pour ça, en fait. Donc ça, du coup, c'était ton deuxième jour. Donc, oui. plutôt réussi, du coup. Oui. Et on peut passer au troisième jour, qui est l'apothéose quand même. Oui, alors là, franchement, parce que je suis allée voir donc Molly Kuni-san. Voilà, et elle a donc 2 bâtiments. Tout d'abord, la pâtisserie, donc Molly Kuni Bakery, où j'ai pu tester un scone au sake kasu. Donc le sake kasu, c'est ce qui reste en fait après que le saké soit filtré. Donc c'est tous les restes solides du riz. Qui a un goût donc très particulier de saké et qui est incorporé très régulièrement dans la cuisine japonaise, mais donc aussi dans les pâtisseries, les cakes, le pain, ce que vous voulez, quoi. Et c'était vraiment une grosse tuerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le saké kasu n'est pas alcoolisé. C'est juste ce qui reste après filtration. Oui. Voilà. En fait, on a l'avantage de récupérer les levures qui ont été utilisées pour la production de saké. Donc, on récupère un bout, on va dire, des arômes, et aussi une partie des levures qui sont toujours actives et qui vont un peu venir travailler avec les levures de boulanger qui sont utilisées pour le pain ou les viennoiseries. Et donc, ça va aussi aider à faire monter la pâte, mais en rajoutant ce goût du saké. Donc c'est vrai que ça fait des pâtisseries qui sont assez étonnantes, en termes de parfum. Oui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. Et donc, après mon petit scone au sake kasu, je me suis rendue dans la boutique, restaurant / galerie de Molly Kuni-san, donc, qui m'a accueillie. Donc, j'ai pu parler un peu avec elle. Et moi, je vous avoue, je suis tombée en amour devant l'espace et l'atmosphère qu'elle a créée dans sa boutique. Vous avez un espace qui est couvert de matériaux rustiques, donc plutôt bois, lumière tamisée. Au plafond, vous avez des lampes qui ont été créées à partir de bouteilles de saké, des petits coussins, genre un peu cosy. Et surtout, le déjeuner, puisque j'ai déjeuné avec elle et ils servent un menu omakase. Donc omakase, si je le traduis grossièrement, ça veut dire je m'en remets à vous. Donc en fait, c'est un menu qui est créé en fonction des produits du jour. Et chez Molly Kuni-san, ce seront donc des produits locaux. Frais, cuisinés, il me semble, par maman. Molly Kuni. Oui, c'est ça. C'est une affaire de famille. Du coup, moi, j'avais pu rencontrer sa mère aussi, qui était au fourneau. On avait discuté un petit peu ensemble. Mais c'est vrai que c'est beau parce qu'ils font tout sur place avec des ingrédients de l'île, en famille, et avec que des autres petits producteurs locaux. Donc, on sent vraiment cette solidarité entre les habitants. Et
je trouve ça chouette, quoi. Ouais, et puis franchement, niveau qualité du repas, vous serez pas déçus. Vous n'avez pas besoin d'aimer le saké pour ne pas aller manger à Morikuni-san. Parce que oui, vous pouvez tester les sakés, ce que j'ai fait avec grand plaisir, bien évidemment. Mais alors moi, au niveau du repas, j'avais eu des petits légumes marinés au saké kasu. J'avais eu un poisson légèrement pané, une petite soupe champignons, porc citrouille, tofu, un thé aux olives, enfin bon bref, présenté genre cuisine kaiseki, le rêve quoi. Et pour Pâques, enfin ça devait être 1500 yens je crois de mémoire. Oui. Enfin, c'était très abordable pour vraiment des aliments de super qualité. Et du coup moi ce que j'aime bien aussi dans cette brasserie, alors vraiment sur la partie saké alcool, c'est donc tu parlais de l'univers qu'elle avait réussi à créer dans ses plats et puis dans l'espace de restauration. Mais il y a aussi l'univers qu'elle a réussi à créer sur ses bouteilles, parce qu'elle a voulu se démarquer des autres producteurs et de pas forcément placarder des gros kanji sur les bouteilles. Morikuni-san a préféré des touches très graphiques et de donner des noms d'onomatopées japonaises à ses sakis. Donc par exemple, il y en a un qui s'appelle Fua Fua. Donc Fua Fua, c'est le nom que les Japonais donnent pour le bruit que font les pancakes, le côté moelleux du pancake qu'on appuie en fait avec la main. Ça fait un peu Fua Fua. Je sais pas comment le traduire, mais voilà. Et donc c'est pour retraduire en fait le côté moelleux qu'elle a voulu donner à son saké. Voilà, et je trouve ça. Enfin, c'est tout à fait l'univers qu'elle a voulu essayer de créer, quelque chose d'unique qui lui ressemble. Et du coup, voilà, c'est vraiment une belle rencontre du début à la fin. Oui, tout à fait. Et du coup, comme j'avais bien sympathisé avec elle, elle m'a rapidement emmenée en voiture voir les rizières en terrasse. Que vous ne pouvez pas faire malheureusement en bus. On y était passé rapidement, hein, mais vraiment c'est un spot assez sympa à voir. En plus, il y avait des gens, moi, à ce moment-là, qui travaillaient dans les rizières, donc ça fait aussi de belles photos. Et puis, elle m'avait emmené voir la fabrique de sauce soja, puisque vous avez en fait tout un coin traditionnel en fait où ils font de la sauce soja. J'avais pu voir donc les cuves où tout ça se passait. Vous avez une dégustation aussi à la fin de votre visite pour tester les différences entre les sauces que vous avez pu voir. Non, vraiment une femme adorable qui adore son île et qui adore ce qu'elle fait quoi. Et c'est vrai que la sauce soja, enfin on parle beaucoup des olives, mais pour les Japonais, Shodoshima est aussi très célèbre pour la qualité de ses sauces soja. Donc s'il y a une fabrique que vous pouvez aller visiter, c'est la fabrique Yamaroku, qui est la plus ancienne et la plus traditionnelle de l'île et qui fait vraiment des produits extra. Donc c'est celle qu'on a vue tous les deux. Et c'est vrai que voilà, la sauce elle est hyper bonne, pas trop salée, très parfumée. Donc un beau souvenir aussi à ramener, une petite bouteille, ça pèse pas lourd. Oui, donc voilà, donc ça c'était pour la mi-journée. Et donc après pour le planning, j'étais embêtée puisque forcément j'ai attendu le bus suivant 1 heure. Et donc je suis retournée au niveau du port de Kusakabe, qui est un peu situé au centre de l'île, parce qu'en fait c'est le point où il fallait que je prenne la décision si j'allais voir les gorges de Kankakee ou si j'allais voir The Angel Road. Et donc, pour méditer en attendant le prochain bus, pour changer, je suis allée prendre une petite glace faite maison à Minori Gelato. Vraiment très bonne glace, d'ailleurs, si vous aimez les crèmes glacées. Et donc, en fait, je me suis décidée, je suis allée voir les gorges de Kankakee, puisque, en fait, le dernier bus qui part de Kankakee était à 17h. Donc, je me suis dit, c'était le moment ou jamais. Donc, j'ai pris le bus. Je suis montée rapidement faire mon petit tour. Et alors là, voilà, vous prenez le téléphérique. Vous prenez de la hauteur sur les gorges. Vous avez des gorges
Magnifique. couverte d'arbres. Je pense qu'en automne, ça doit être absolument magnifique. Moi, je les ai pas eus, mais voilà, on imagine aussi. Hein. Moi, je te confirme, c'est vrai qu'en novembre, vraiment avec les couleurs. Alors après, c'est vrai qu'il faut viser sur vraiment fin novembre, parce que comme on le disait, c'est un climat méditerranéen. Et donc, par rapport à d'autres régions du Japon, les arbres vont prendre leur coloration un peu plus tard. Donc plutôt viser fin novembre. Et c'est vrai que monter dans le téléphérique avec tous les érables et tous les arbres orange et rouge, c'était superbe avec la mer en fond, les petits chapelets d'îles. Ouais, non, vraiment super. Vous avez une vue absolument incroyable sur la baie Shodoshima qui est en fait en direction de l'île de Shikoku, hein, puisque vous êtes théoriquement en face de l'île de Shikoku. Vraiment incroyable. Et si vous y allez assez tôt, je pense que vous pouvez même profiter du restaurant, n'est-ce pas, Olivier ? Tout à fait. Alors en haut, c'est vrai, du téléphérique, il y a un petit espace restauration. Donc moi, j'avais grignoté à 17h, mais bon, il n'y a pas d'heure, hein, pour tester le sandwich, enfin le burger au bœuf local, qui est nourri avec des olives. Donc c'est un wagyu, donc un bœuf un peu comme le bœuf de Kobe, mais local à Shodoshima, qui est nourri avec des olives pour donner le côté persillé à la viande. Et c'était très très bon. Avec la petite vue. Et il me semble aussi que tu avais eu un très bon dessert. Et oui, dessert, alors c'était des noisettes enrobées avec un chocolat blanc parfumé à l'huile d'olive de Shodoshima. Donc pareil, grosse tuerie. Donc j'ai ramené 2 boîtes. Donc voilà, donc les gorges de Grand Kaké, incontournables. Et donc du coup, il a fallu que je redescende. J'ai pris mon bus en me disant Angel Road, ça n'arrivera pas. Et en fait, le chauffeur du bus a proposé à l'ensemble des passagers, puisque son dépôt n'était pas au port de Kusakabe, mais du côté de Tonosho, donc plutôt le quartier de Angel Road, il a proposé de déposer tout le monde si c'était là où on se rendait. Donc vraiment, super sympa. voilà, pour vous dire à quel point, les gens sont adorables là-bas. Donc j'aurais pu faire les deux. C'était absolument génial. Voilà, et en plus j'y étais à temps pour le coucher de soleil. Ah, pas mal. Oui, franchement pas mal. Parce que, alors, Angel Road, qu'est-ce que c'est ? C'est un banc de sable qui, en fonction de la marée, apparaît ou disparaît. Et donc, vous pouvez traverser, évidemment, ce banc de sable pour aller sur la petite île rocheuse qui est en face. Forcément, c'est devenu un spot romantique au possible, avec une petite cloche à sonner avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et moi, alors là, j'ai fait une autre rencontre. C'était avec un père et son fils. Le fils avait été muté à Shodoshima, donc il était moyen chaud, mais il s'accommodait quand même. Et donc, en fait, j'ai fait la visite avec eux, vraiment adorable. Forcément, ils ont voulu prendre des photos de moi quand je faisais ci, quand je faisais ça. On avait pas mal papoté. Et en fait, pour la fin de soirée, on avait fait nos courses ensemble. Et moi, comme je devais rentrer à l'opposé de l'île, j'ai attendu mon bus 1 heure à nouveau. Et alors là, je me suis rendu compte parce qu'en fait, je pensais qu'ils attendaient un bus avec moi. Au moment où mon bus arrive, ils me disent au revoir. Ils me disent non, mais nous, notre hôtel, enfin là où on est pour la nuit, en fait, c'est à 10 minutes à pied. Ah oui. Donc ils avaient tous les deux attendu avec moi pendant 1 heure. Ah, c'est adorable du coup. Vraiment adorable, quoi. Soit c'est adorable, soit vraiment ils s'ennuient à Shodoshima, mais je pense que c'était plutôt adorable. Oui, on va miser sur cette option-là. Autre chose que j'ai oublié, parce que sur le chemin de Angel Road, vous avez le temple Saiko, qui est un petit détour sympa à faire, parce que alors moi je suis tombée sur des petites ruelles avec des murs en pierre, et donc vous avez le temple Saiko qui est un peu en hauteur, donc vous avez une belle vue sur les toits des maisons avec les collines en fond, voilà, avec une pagode à 3 étages, non, vraiment très sympa. Donc ça, c'était donc la fin de mon 3e jour à Shodoshima. Donc on vous avait parlé d'apothéose, voilà. C'est plutôt pas mal. On termine l'épisode sur le coucher de soleil sur le banc de sable d'Angel Road. Et puis on se retrouve tout de suite pour nos coups de cœur.
Bienvenue donc dans ce point coup de cœur où, pour ma part, je vais vous parler de 2 podcasts à écouter pour pratiquer votre japonais. Moi, c'est 2 podcasts que j'écoute le matin pour me réveiller tranquille. C'est des épisodes qui durent 15 à 20 minutes. Ce sont 2 japonaises, 2 podcasts indépendants. Elles travaillent toutes les 2 en fait sur des niveaux JLPT, donc elles vous indiquent un peu le niveau de langue aussi que vous allez trouver dans leur épisode. Ce sont des thèmes d'actualité. Elles parlent un peu de leur vie. C'est quelque chose que j'aime bien écouter parce qu'elles parlent très bien, c'est très bien présenté, c'est très bien énoncé. Elles ont des aides aussi en anglais. Si vous êtes à un niveau débutant, avancé, intermédiaire, je pense que c'est des podcasts qui peuvent vous aider. Donc, il s'appelle Momoko to Nihongo. Elle a un blog accessible gratuitement où elle poste les points de grammaire et le vocabulaire. Et le deuxième, c'est Nihongo with Ako. Là, par contre, il faut devenir patron pour $5 par mois, où vous avez accès en fait à la retranscription totale de ces épisodes. Voilà, donc moi, c'est mon coup de cœur du moment, c'est ce que j'écoute le matin quand je traîne au lit pour faire mon yoga de l'esprit. Bon, et toi alors, Olivier, qu'est-ce que tu veux nous présenter pour ce coup de cœur ce mois-ci ? Alors, ce mois-ci, moi j'ai décidé de vous présenter le livre que je me suis acheté à Noël, donc c'est mon cadeau de moi à moi, comme ça on est sûr de pas être déçu, qui s'appelle Japon secret, les villages du Japon, aux éditions Méo. Donc c'est un livre, le livre de Jordi en fait, Jordi Méo, que je suis depuis très longtemps sur Instagram, qui est un excellent photographe, qui habite au Japon depuis de nombreuses années, et qui connaît énormément l'archipel. Et du coup, il nous propose en fait une sélection d'une vingtaine de villages qu'il a visité à plusieurs reprises. Et donc à travers le livre, en fait, il nous donne vraiment envie d'y aller. Les photos sont superbes. Et puis il y a aussi toute une partie récit où il explique en fait la rencontre qu'il a pu faire avec les habitants, la particularité de tel et tel village. Et vraiment, j'ai retrouvé dans ce livre un peu ce qu'on avait vécu nous à Shodoshima. Et donc c'est pour ça que du coup j'ai choisi ce livre pour ce premier épisode du podcast. Eh bien parfait, cela clôture donc notre point coup de cœur. Vous allez bien sûr retrouver dans la description de ce podcast tous les liens vers nos blogs, nos articles. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre. Olivier, je vais te laisser dire où nous trouver. Oui, tout à fait. Donc, le plus simple, c'est de nous suivre sur Instagram. Donc, la page podcast.tabibito. Donc, on postera régulièrement des photos qui vous présenteront les épisodes passés ou à venir. Ce sera aussi le meilleur moyen de nous contacter en message privé, de laisser des petits commentaires, de nous faire part de vos envies d'épisodes, pourquoi pas. Puis, on essaiera de s'adapter en fonction de vos envies. Et puis sinon le mieux c'est de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast pour directement recevoir les prochains épisodes. Merci à tous pour votre écoute et j'espère vous retrouver très bientôt en attendant vos commentaires et vos réactions sur notre Instagram. Et bien à très bientôt pour le 2e épisode et merci à tous pour votre fidélité.